Dans moins de 5 minutes maintenant, le roi Albert II prendra la parole. Il s'apprête à annoncer son abdication. On prend tout de suite la direction du palais de Laeken. Jean-Christophe Peuzès, avez-vous plus d'informations? Est-ce que vous pouvez confirmer Albert II va abdiquer? Je ne peux pas encore vous confirmer cette information. Tout ce qu'on sait, c'est que le roi et la reine ont quitté le palais à 17h30, mais pas par la grande grille, parce que nous, on est là depuis le début de l'après-midi et on ne les a pas aperçus. Mais cette information nous a été confirmée. Pour le reste, on attend le discours du roi. Il ne devrait pas y avoir énormément de suspense, puisque toutes les informations qu'on a pu glaner cet après-midi vont dans le même sens. Le roi devrait annoncer son abdication. Il reste toutefois pas mal d'inconnus. La date, tout d'abord, on a annoncé le 21 juillet. Cela devra être confirmé. Il faudra aussi régler toutes les modalités de la succession. Mais en principe, il ne devrait pas y avoir de surprise non plus. C'est le prince Philippe qui devrait succéder au roi Albert. Le prince Philippe qui devrait donc devenir, puisqu'il faut encore employer le conditionnel à l'heure qu'il est, il devrait devenir donc le 7e roi des Belges. Et Jean-Christophe, l'information a donc bien filtré puisque derrière vous, il y a déjà pas mal de mouvements. On voit, je pense, des manifestants du Vlaams Belang. Oui, effectivement, tout a été très calme cet après-midi. Et puis brusquement, une poignée de milliers d'élus du Vlaams Belang ont surgi, ont entonné des chants flamands pour réclamer la République de Flandre indépendante. Une bonne opération de communication, puisque toutes les télévisions qui étaient là, ou à peu près toutes, ont fait des images et ont réalisé une interview du Vlaams Belang. Mais pour le reste, je vous le dis, tout a vraiment été très très calme cet après-midi. On aurait pu s'attendre à ce que des badauds soient présents, viennent exprimer un peu leur émotion, viennent aux nouvelles devant les grilles du palais. Ça n'a pas du tout été le cas. Tout est resté très calme. Tout le monde attend, j'imagine, la parole officielle du roi. Tout le monde attend 18h. Voilà, en effet, cette parole ne devrait pas tarder. Albert II va donc annoncer qu'il quitte le trône belge après pratiquement 20 ans de règne. Marc de Bondt, vous êtes au 16 rue de la Loi. Les événements de la journée n'ont pas laissé planer de doute sur cette annonce finalement. Oui, absolument. Et après le Conseil des ministres extraordinaire qui a commencé à 17h30, le Premier ministre accompagné de ses vice-premiers ministres devrait prendre la parole vers 18h15, sans doute pour expliquer ce qu'il va se passer pendant l'interrègne entre autres, et aussi peut-être pour expliquer qui va succéder à Albert II. Vous le voyez derrière moi, il y a beaucoup de monde dans cette petite salle de presse. Elio Di Rupo va faire sa communication vers 18h15. En attendant, tout le monde ici retient un peu son souffle parce que, on va d'abord écouter le discours du roi Albert II avant de commenter. C'est un peu l'impression qu'on a ici au 16 rue de la Loi. Merci beaucoup Marc. Le roi Albert II est donc le premier roi des Belges à quitter le trône de manière volontaire. Celui qui succéda à Baudouin le 9 août 2003, il y a presque 20 ans, a eu beaucoup à faire sur le plan politique. Il a aussi beaucoup pesé dans les crises institutionnelles successives qu'a connues notre pays. Le rôle politique d'Albert II, c'est avec David Courrier et Corinne Debeul. Le roi Albert II est donc le premier souverain belge à décider lui-même de la date de son abdication. C'est une première dans l'histoire du pays et elle porte forcément une connotation politique. Le 9 août 1993, Albert II, 6e roi des Belges, prête serment devant les chambres réunies. Les mots sont clairs. « Je jure d'observer la constitution et les lois du peuple belge, de maintenir l'indépendance nationale et l'intégrité du territoire. » Ces deux derniers points, rédigés à un moment où la Belgique venait de se constituer en État, les rois l'ont toujours considéré comme une obligation particulière. Albert II, le nouveau roi des Belges, s'apprête donc à régner sur un État fédéral dont il signera la nouvelle constitution le 17 février 1994. Mais qu'en est-il vraiment de son activité politique ? On le sait, en Belgique, Albert II, comme ses prédécesseurs, approuve les lois. Et pour le reste, l'action royale reste surtout symbolique. Elle se limite à des avis, des mises en garde, des suggestions ou encore des encouragements. Mais aussi pour Albert II, des agacements et des discours critiques, notamment en 96 lors de l'affaire du Trou, ou plus tard, vers 2006, envers ceux qui exprimeront des velléités de séparatisme.
Albert II, pendant son règne, va traverser la plus longue crise politique de l'histoire du pays, 541 jours de 2010 à 2011. Il n'hésitera pas alors à montrer son agacement dans son discours du 21 juillet 2011. Il n'hésite pas non plus à relever l'attitude de certains responsables politiques peu enclins à trouver un compromis pour sortir le pays de la crise. Albert II aura aussi défendu une société multiculturelle et ouverte. Il n'a d'ailleurs reçu en audience aucun représentant d'un parti d'extrême droite. Pour le reste, Albert II, tout comme son frère Baudouin, est un Européen convaincu, soutenant d'ailleurs le passage du franc belge à l'euro. On le voit ici inaugurer le Caprice des dieux en 1998. Une visite parmi d'autres institutions politiques comme celle du Parlement bruxellois. C'était d'ailleurs une de ses premières visites politiques, 9 mois à peine après son accession au trône. Oui, on va peut-être tout de suite retourner du côté du 16 rue de la Loi. Marc Debont, le roi Albert II était présent ce midi au Conseil des ministres. Ce n'est pas exceptionnel, néanmoins, ce n'est pas anodin non plus. Non, et c'est même très rare, en effet, que le roi convoque un conseil des ministres avec l'ensemble des vice-premiers ministres à la table. Preuve que le moment est important. Il faut donc imaginer l'importance du moment. Je ne vous cache pas qu'à mes côtés, ici, tous les confrères sont en train d'écouter le discours du roi Albert II, moment important. Vous le savez, eh bien, ce deuxième conseil des ministres a eu lieu à 13h pour organiser l'interrègne, puisque évidemment il y aura un interrègne. Il faudra organiser entre l'abdication du roi Albert II et la prise de pouvoir de son successeur. Eh bien, il faut organiser ce qui se passera à ce moment-là. Il faut savoir que lorsqu'un roi abdique, eh bien, le gouvernement démissionne. Il faut donc présenter officiellement la démission qui pourrait normalement être refusée par le nouveau roi, mais tout ça, ça s'organise et les constitutionnalistes sont d'accord pour dire que ça ne se fait pas vraiment dans l'improvisation. Voilà pourquoi tout doit être calibré. C'est pour ça aussi qu'à 18h15, le Premier ministre prendra la parole pour expliquer tout cela ici, au 16 rue la Loi, dans quelques minutes. Voilà, merci Marc Debont. On vous retrouve bien entendu dans la suite de ces informations spéciales. Et on retourne tout de suite du côté du Palais où je pense que la manifestation du Vlaams-Belang est désormais terminée. Alors la manifestation est effectivement terminée, hein. Il était un peu plus de 17h15, 17h20, on va dire ça comme ça, quand une poignée de militants et aussi d'élus du Vlaams-Belang sont arrivés ici, ont entonné des chants flamands, tout en réclamant donc une Flandre indépendante. Alors la circulation a été brièvement interrompue sur l'avenue, juste en face du Palais Royal. Et puis les membres du Vlaams-Belang ont donné en fait toute une série d'interviews aux médias qui étaient présents. Ils ont donc réussi à saisir la balle au bond et à faire directement entendre leur voix. Mais cette action n'a duré qu'une poignée de minutes, puisque à l'heure qu'il est, tout est rentré dans l'ordre. Les bannières ont été remballées. Les militants du Vlaams-Belang sont partis, sans doute pour écouter eux aussi le discours du roi. Voilà, merci Jean-Christophe. Et Serge Jaumin, historien à l'ULB, nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Monsieur Jaumin. Merci d'avoir fait tout d'abord le déplacement aussi rapidement. Alors on est vraiment en train de vivre une page d'histoire aujourd'hui ? Oui, tout à fait. C'est une véritable page d'histoire dans la mesure où on avait déjà connu une abdication, mais dans des conditions extrêmement différentes. D'une certaine manière, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on a l'impression que la monarchie évolue. Les choses évoluent aussi. La monarchie, c'est une organisation ancienne qui répondait à une autre époque et dans laquelle il y avait un aspect très sacré. Le roi est un personnage sacré et d'une certaine manière, on a considéré longtemps que ce personnage sacré devait quasi mourir en fonction. Aujourd'hui, on a une sorte d'évolution qui fait qu'on s'adapte à la société contemporaine, même le pape l'a fait, et d'une certaine manière, il y a là quelque chose d'un petit peu particulier, finalement, dans une royauté. Mais on n'est pas les premiers, on a vu ce qui s'est passé aux Pays-Bas, et donc oui, de ce point de vue-là, c'est une page d'histoire tout à fait intéressante. Est-ce que ça veut dire que Albert II était un monarque moderne, finalement ?
D'une certaine manière, il est un monarque qui s'est adapté à la modernité. On pourrait presque dire qu'il a été rattrapé par la modernité et il a tout de même réussi à adapter ses fonctions, la manière dont il les exerçait, à cette évolution globale des monarchies en général, pas seulement de la monarchie belge. Alors, on va tout de suite écouter la locution du roi Albert II. Je vous propose d'écouter ça tout de suite. C'est avec émotion que je m'adresse à chacune et chacun d'entre vous aujourd'hui. Je suis entré dans ma 80e année, un âge encore jamais atteint par mes prédécesseurs dans l'exercice de leurs fonctions. Je constate que mon âge et ma santé ne me permettent plus d'exercer ma fonction comme je le voudrais. Ce serait manquer à mes devoirs et à ma conception de la fonction royale que de vouloir me maintenir en exercice à tout prix. Sans être en mesure d'assumer pleinement mon rôle. C'est une question élémentaire de respect envers les institutions et envers vous, chers concitoyens. Après 20 ans de règne, j'estime donc que le moment est venu de passer le flambeau à la génération suivante. Je constate que le prince Philippe est bien préparé pour me succéder. Il jouit avec la princesse Mathilde de toute ma confiance. Au fil des années, notamment dans le cadre des missions économiques menées à l'étranger, le prince Philippe a montré combien ses engagements envers notre pays lui tiennent à cœur. Et par-dessus tout, avec le temps, j'ai appris que notre pays peut compter sur un atout extraordinaire. Vous, mes chers concitoyens, avec une population si riche de ses talents, de sa diversité, de son énergie, de sa générosité, l'avenir de notre pays est entre de très bonnes mains. C'est donc avec sérénité et confiance que je vous fais part de mon intention d'abdiquer ce 21 juillet 2013, jour de notre fête nationale, en faveur du prince héritier, mon fils Philippe. Mesdames et messieurs, tout au long de mon règne, une conviction profonde a guidé ma conception de la fonction royale. Le rôle du roi des Belges et sa légitimité est de se mettre au service de la démocratie et de ses concitoyens, seuls titulaires de la souveraineté. À cet égard, l'institution royale doit continuer à évoluer avec son temps. Comme de coutume, je m'adresserai encore à vous le 20 juillet prochain et je participerai avec la reine et les nouveaux souverains aux cérémonies du 21 juillet. Je souhaite déjà vous dire que ce fut pour moi un honneur
et une chance d'avoir pu consacrer une large partie de ma vie au service de notre pays et de sa population. La reine Paola et moi n'oublierons jamais tant de liens chaleureux tissés avec toute la population durant ces 20 dernières années. Nous vous remercions pour la confiance que vous nous avez témoignée, pour vos gestes de sympathie et de soutien, même empreints parfois de quelques critiques. Sachez cependant que vous nous avez toujours été très chers. Nous gardons dans notre cœur le souvenir de nombreuses rencontres dans des moments joyeux, mais aussi lors de grandes épreuves. Bien entendu, la fin de mon règne ne signifie pas que nos chemins maintenant se séparent. Bien au contraire. Meine Damen und Herren, in unserem Herzen bewahren wir Erinnerungen zahlreicher, sehr glücklicher Momente, aber auch sehr schwerer Prüfungen. Das Ende meiner Regierungszeit bedeutet natürlich nicht, dass sich unsere Wege trennen. Ganz im Gegenteil. Es lebe Belgien, vive la Belgique. Voilà, donc c'est donc officiel, le roi Albert II quittera son poste pour le prince Philippe le 21 juillet prochain. Valérie, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les moments forts de ce discours ? Oui, un discours très court, hein, vous l'aurez remarqué, à peine 5 minutes, et le roi donc confirme effectivement son abdication pour le 21 juillet. Il va passer le flambeau, c'est l'expression qu'il a utilisée, au prince héritier, le prince Philippe. Il l'a dit, il est selon lui bien préparé, et lui et la princesse Mathilde eh bien, ont toute sa confiance. Alors cette décision, Albert l'explique, son âge, 79 ans, il est entré dans sa 80e année, c'est ce qu'il a dit, son état de santé aussi qui ne lui permet plus d'exercer eh bien, son rôle de roi comme il voudrait pouvoir le faire. Il va donc passer la main à la génération suivante. Peut-être l'avez-vous aussi noté, le roi Albert II apparaît particulièrement détendu, très serein. Il est debout devant son bureau, pas de discours figé. Il a des notes à la main qu'il regardait régulièrement. On sent ce message aussi aux citoyens belges. Il remercie évidemment ses concitoyens pour toute la confiance. Ce sont, il l'a dit, les atouts de notre pays. Nous sommes alors l'atout de ce pays. Le roi a insisté. Il tiendra son traditionnel discours le 20 juillet et participera à la fête nationale le 21 juillet. Alors avec les nouveaux souverains, a-t-il dit, reste à voir quand le prince Philippe prêtera serment. Il peut y avoir une période d'interrègne qui peut prendre jusqu'à maximum 10 jours. Donc là encore, quelques questions évidemment qui restent en suspens. Voilà, merci beaucoup Valérie. Céline Frémaux, bonsoir. Bonsoir. Alors Céline Frémaux, une petite réaction. Est-ce que vous êtes surprise ? Je ne sais pas si le moment est au questionnement des surprises. Je pense que c'est un moment historique pour le pays. Je pense que c'est un moment aussi où on se pose, d'abord comme citoyen, puis comme femme politique. C'est un moment où je pense qu'il est essentiel de dire merci. Merci à quelqu'un qui a consacré bientôt 20 années de sa vie à l'exercice d'un règne, mais bien avant à l'organisation de nombreuses activités pour le pays, dont les missions économiques, dont son fils avait déjà repris le flambeau. Je crois qu'il faut saluer le travail du roi. C'est essentiel, impliqué dans la vie de son pays, consciencieux,
présent, fin analyste aussi de la vie politique. Il a montré qu'il était là aussi dans les moments les plus difficiles avec des approches excessivement précises de la vie politique, avec aussi un grand sens de la mesure, un grand sens des réalités. Et puis saluer la décision, qui est une décision qui lui appartient, je pense, et qui n'est pas envisageable de commenter. Alors Vincent De Wolf, bonsoir. Bonsoir. On sent pas mal d'émotions dans le chef de Céline Frémaux. Vous partagez cette émotion? Oui, tout à fait. Excusez-moi, je vous interromps. On va tout de suite écouter Elio Di Rupo en direct du 16 rue de la Loi. Ik zal eerst een verklaring in het Nederlands lezen en daarna et ensuite je ferai une déclaration en français. Dames en heren, zo net heeft koning Albert II ons zijn intentie meegedeeld om troonsafstand te doen op 21 juli 2013 ten voordele van zijn grondwettelijk opvolger, prins Filip. We hebben met spijt vernomen dat de gezondheid van de koning hem niet meer toelaat om zijn ambt uit te oefenen zoals hij dat zou willen. De federale regering drukt haar respect en begrip uit voor de beslissing van de koning. Zijn oprechtheid, zijn moed en zijn inzicht bij deze beslissing verdienen onze bewondering. Dames en heren, ik wil onze grote dankbaarheid uitdrukken voor het engagement van Albert II ten dienste van de Belgen gedurende de 20 jaar van zijn koningschap. De koning neemt afscheid van zijn taak, net zoals hij ze aanvaard heeft na het overlijden van koning Boudewijn, met waardigheid en uit liefde voor ons land. Ook al was prins Albert bij zijn geboorte niet voor bestemd om onze koning te worden. Met zijn enthousiasme, zijn empathie, zijn humor en zijn intelligentie is hij het ten volle geworden. Dames en heren, heel het koningschap van Albert II werd gekenmerkt door zijn oprechte en diepe interesse voor zijn medeburgers. Een verbondenheid die gebaseerd is op eenvoud, luisterbereidheid en dialoog. Doorheen de jaren heeft hij samen met koningin Paula het hart van de Belgen veroverd. Gedurende die 20 jaar heeft hij ons bijgestaan tijdens veel vreugdevolle gebeurtenissen, maar ook bij momenten van grote droefheid. Dames en heren, we nemen dan wel afscheid van onze koning. We kunnen ook verheugd zijn. Verheugd omdat de troonswissel in heel andere omstandigheden dan 20 jaar geleden kan gebeuren. Op 21 juli zullen we meerdere redenen hebben om te vieren. Met name het 20-jarig koningschap van Albert II, onze nationaal feestdag, onze nieuwe koning Filip en onze nieuwe koningin Mathilde. Dames en heren, prins Filip heeft zich met veel ernst en een grote zin van verantwoordelijkheid voorbereid om zijn toekomstige functie.
Hij heeft reeds zeer vaak getoond hoezeer hij van België houdt. En de prins heeft de wil om het land goed te dienen. Hij zal op de steun van de regering kunnen rekenen bij de uitvoering van zijn nieuwe functies. Dames en heren, de regering zal vanaf morgen de voorbereidingen starten voor de troonswissel op 21 juli. Ik hoop dat deze nationale feestdag een moment van fierheid mag zijn. Een moment van fierheid voor ons land en voor al zijn burgers. Dank u voor uw aandacht. Mesdames, Messieurs, il y a quelques minutes, le roi Albert II nous a fait part de son intention d'abdiquer ce 21 juillet 2013 en faveur de son successeur constitutionnel, le prince Philippe. Nous avons appris avec regret que la santé du roi ne lui permettait plus d'exercer sa fonction comme il le voudrait. Le gouvernement fédéral exprime son respect et sa compréhension pour la décision du roi. Sa sincérité, son courage et sa lucidité concernant sa décision méritent notre admiration. Mesdames, Messieurs, je souhaite exprimer notre profonde gratitude pour l'engagement d'Albert II au service des Belges tout au long de ces 20 années de règne. Le roi quittera ses fonctions de la même manière qu'il a accepté de les assumer lors du décès du roi Baudouin, avec dignité et par amour envers notre pays. À sa naissance, le prince Albert n'était pas destiné à devenir roi, mais avec son enthousiasme, son empathie, son humour et son intelligence, il l'est devenu pleinement. Mesdames, Messieurs, tout le règne d'Albert II a été marqué par un intérêt sincère et profond pour ses concitoyens. Un attachement qui est basé sur la simplicité, l'écoute et le dialogue. Au fil des années, avec la reine Paola, il a conquis le cœur des Belges. Durant ces 20 années, il a partagé avec nous de nombreuses joies, mais aussi de très grandes peines. Mesdames, Messieurs, nous assistons certes au départ de notre roi, mais nous pouvons nous réjouir que le changement de règne puisse s'opérer dans des circonstances très différentes de celles d'il y a 20 ans. Ce 21 juillet, nous aurons donc l'occasion de participer à de multiples célébrations. Nous fêterons les 20 ans de règne d'Albert II, nous fêterons notre pays et nous fêterons aussi notre nouveau roi Philippe et notre nouvelle reine Mathilde. Mesdames, Messieurs, le prince Philippe s'est préparé avec beaucoup de sérieux et un grand sens des responsabilités à sa future fonction. Il a déjà montré à de très nombreuses occasions combien il aime la Belgique. Le prince a la volonté de bien servir notre pays. Il pourra compter sur le soutien du gouvernement dans l'exercice de ses nouvelles fonctions. Mesdames, Messieurs, le gouvernement s'attellera dès demain à préparer le changement de règne du 21 juillet prochain. Puisse ce jour de fête nationale être un moment de fierté. Fierté pour notre pays, fierté pour l'ensemble de nos citoyens. Merci pour votre attention.
Voilà, c'était le discours du Premier ministre. Et beaucoup d'invités nous ont rejoints sur ce plateau. Olivier Minguin, Charles Piquet, Evelyne Heutebroek et Vincent De Wolf, à qui j'ai un petit peu coupé la parole là tout à l'heure. Alors Vincent De Wolf, on disait, pour vous aussi, c'est plus de l'émotion qu'autre chose ? De l'émotion, oui, parce que, sauf erreur de ma part, l'abdication n'est pas prévue dans la Constitution. Et donc c'est un geste fort, très important, que personne ne pouvait lui demander. C'est véritablement une attitude humaine, personnelle. Je trouve que son discours est de grande qualité. Effectivement, si on le compare à l'époque de la prestation de serment, où il était très ému, très bouleversé, c'était aussi évidemment la mort qui avait entraîné sa prestation de serment. Ici, on voit que c'est une décision qui a été prise dans la réflexion, dans le calme, dans la sérénité, dans le respect. Et moi, je voudrais dire que pour moi, c'est un roi citoyen, c'est un roi humain. J'ai eu le plaisir de le rencontrer à de nombreuses reprises. On a pu, par exemple, fêter ensemble les 100 ans de l'avenue de Tervuren, que beaucoup de Bruxellois connaissent évidemment. Et c'était l'occasion de passer 2 heures ensemble. Sur un vieux tram et des choses pareilles. Et c'est un homme qui est tellement chaleureux et tellement simple dans l'exercice de ses fonctions qu'on en arriverait presque à oublier que c'est le souverain qui est à vos côtés. Et le roi Albert, on l'a noté dans son discours, stipule bien que c'est pour des raisons de santé qu'il se retire. Il a aujourd'hui 79 ans. Jean-Christophe Peuzès, vous êtes devant les grilles du château de Laeken. Alors, est-ce que c'est bien confirmé, c'est bien à cause de sa santé que le roi a décidé de se retirer ? Bien, ça a été confirmé par le Premier ministre, ça a été confirmé aussi par lui-même. Il faut dire qu'on savait en fait ces dernières années que sa santé devenait de plus en plus fragile. Il a subi, on s'en souvient, plusieurs hospitalisations. En septembre 2011 pour une forme de cancer de la peau. Il a subi aussi une opération de la cataracte en 2008. Et ceux qui s'en souviennent peut-être se rappellent qu'en 2007, il avait eu une fracture du fémur qui avait entraîné son hospitalisation à l'hôpital Saint-Jean. Alors on imagine que ces diverses opérations, ces diverses hospitalisations ont beaucoup fatigué le souverain, qui ne parvenait donc plus, il l'a dit, à exercer pleinement ses fonctions et qui a donc choisi, par respect pour les institutions, il l'a dit aussi, de se retirer et de passer le flambeau à son fils Philippe. Merci beaucoup Jean-Christophe Peuzès pour ces précisions. Charles Piquet, bonsoir. Alors vous êtes retiré au mois de mai après 19 ans de ministre-présidence. Aujourd'hui c'est le souverain qui se retire après 20 ans de royauté. Quelles étaient vos relations avec lui et comment vous le décririez ? Mais d'abord, c'est le moment de l'hommage et il a déjà été rendu par d'autres. Mais je pense que c'est un roi qui a fait preuve de beaucoup d'habileté, beaucoup de patience aussi dans des circonstances historiques difficiles, parce que la grande crise institutionnelle de 2011, c'est évidemment un moment charnière où le rôle du roi a été précieux, je crois. Mais j'ai eu l'occasion de prêter 4 fois serment devant lui comme ministre. Et puis je l'ai vu de multiples reprises. Et il y avait toujours dans ces rencontres à la fois des choses sérieuses, mais aussi l'expression d'un certain humour, d'une bonhomie qu'il faut souligner quand même. Et voilà, c'est une page d'histoire qu'on tourne. Et je pense qu'il faut rendre hommage. Et puis espérer aussi qu'il jouera, on le laisse entendre, qu'il jouera quand même encore un rôle, peut-être dans les coulisses, mais quelles coulisses quand même, comment c'est un roi, qu'il jouera peut-être encore un rôle important lorsqu'il s'agira peut-être d'encourager des médiations, des rapprochements de points de vue, etc. Je pense auprès de Philippe qui lui succédera. Il pourrait être le premier conseiller du prince, bientôt roi. Alors les réactions commencent à tomber. Valérie Leclerc, vous en avez déjà, je pense, recueilli quelques-unes. Oui, alors première réaction, mais celle de Rudy Vervoort, le ministre-président de la région bruxelloise, qui dit que cette décision montre qu'Albert II agit avant tout dans l'intérêt du pays. Et il fait part de son admiration envers le roi, qui a joué, il le rappelle, un rôle essentiel dans la plus longue crise politique que le pays ait jamais connue. Il se rappelle aussi avec émotion sa prestation de serment, c'était tout récemment, le 7 mai dernier, devant le roi pour devenir ministre-président
président bruxellois. La réaction aussi de Rudy Demotte, ministre-président wallon et de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Alors lui, eh bien, il parle d'un élément clé. Il remercie le roi, élément clé de l'évolution vers une nouvelle Belgique, puisque, rappelle-t-il, le roi eh bien, est devenu roi au moment où la Belgique devenait un État fédéral. Et Rudy Demotte de préciser que Albert II a joué son rôle avec une extrême finesse et un sens de l'État empreint de réalisme. Et puis la réaction également de la FEB, la Fédération des entreprises de Belgique, qui félicite tout d'abord le prince Philippe, futur souverain de Belgique, qui remercie également Albert II pour tout ce qu'il a fait durant ces 20 années pour la Belgique et pour les citoyens belges. Voilà, merci beaucoup Valérie, beaucoup d'hommages. Donc Evelyne Uttebroek, est-ce que c'est la bonne décision à ce moment-ci ? Est-ce que c'est à moi d'en juger? Dites-moi ce que vous en pensez. C'est la décision que le roi a prise. Maintenant, peut-être sans surprise, parce qu'on avait quand même eu cette année-ci quelques moments où effectivement on sentait qu'on allait vers une annonce. J'imagine que ces questions de santé, et on espère tous qu'elles ne sont pas trop graves, ont dû peser dans la balance. Maintenant, pour le moment, on est tous, je crois, un petit peu émus, et c'est réel, et c'est vrai, et on sent que c'est sincère aussi, parce que on est avec un roi qui a quand même, il ne faut pas oublier, il y a 20 ans, quand il est devenu roi, ça a été un peu soudain. Il n'était pas appelé à ce moment-là à devenir roi, et je pense qu'il y a peut-être eu des questionnements dans la population, parce que Baudouin était quelqu'un qui était très apprécié, très aimé. Et donc, je pense qu'on ne s'attendait peut-être pas à avoir un roi qui directement est rentré dans ce costume et aussi rapidement. Et moi, je retiens en tout cas d'Albert qu'en tout cas, c'est une personnalité d'apaisement. Même si, et Dieu sait s'il en faut dans ce pays, et ces dernières années, avec les crises institutionnelles, communautaires, il fallait quelqu'un comme le roi pour apaiser les choses, tout en étant à certains moments très très ferme. Mais une fermeté qui n'était jamais agressive. Et donc, je crois que c'est ça aussi que les gens apprécient, un ferment dans ce pays, qui n'est pas un pays facile, et quelqu'un qui a toujours été vraiment très, très, très proche des gens. Et ça, c'est pas quelque chose qui est fin. Tout le monde dit ici qu'il l'a rencontré. Moi, je ne l'ai pas rencontré autant de fois que Charles Piquet, mais la seule fois où je l'ai vu longtemps, quand je suis devenue ministre, j'étais étonnée parce que je me suis dit, bon, je suis une ministre bruxelloise, il va me recevoir un quart d'heure parce qu'il le doit. Mais non, on est resté 1 heure et on a véritablement discuté des questions dont il était vraiment bien informé et bien au courant. Alors, donc, il prend le temps. Vous parlez d'un roi qui prend le temps, oui. Un roi qui apaise. Olivier Minguin, ce roi qui quitte son poste à 1 an des élections régionales, un roi apaisant, est-ce que c'est le bon timing? Vous savez, on va pouvoir gloser à l'infini pour savoir si c'était le bon moment ou pas. À un moment donné, il y a une réalité humaine, et c'est sans doute ça qui fait d'ailleurs la signification majeure de sa décision, c'est qu'il a, si je puis dire, démystifié l'idée que le roi, par définition, est au-dessus de toutes les forces humaines possibles et qu'il peut assumer, au-delà de ses propres forces, sa fonction. Ça correspond bien à sa personnalité profonde. Et il a tout simplement estimé que c'était le moment. Alors, certes, le moment n'a pas été choisi tout à fait par hasard. Tout cela a été pesé sans doute de longue date. On apprendra, les historiens nous le révéleront un jour, avec le gouvernement. Personne n'ose imaginer que la date n'a pas été choisie à bon escient au regard de l'actualité politique. Mais voilà, il l'aurait annoncé un peu plus tard, les spéculations auraient poursuivi, on aurait peut-être eu alors un autre débat et peut-être une tentation ou une tentative de remettre encore davantage en cause la fonction monarchique. On sait déjà ce qui se dit chez certains au nord du pays. Donc voilà, il a fait ce choix parce qu'il l'estimait, comme tout être humain, qu'il y a un âge qui justifie que l'on mette fin à des fonctions aussi lourdes en responsabilité que celles qu'il a assumées. Mais selon vous, c'est le bon timing ou pas ? Mais comme je viens de vous dire, c'est un débat sans fin. On pourra dire, est-ce que... De toute façon, prenons même l'hypothèse qu'il aurait abdiqué après avoir permis la formation du prochain gouvernement. Puisque certains disaient, il faut absolument qu'il soit encore là pour permettre la formation du prochain gouvernement. Il aurait abdiqué à un moment donné, et son successeur aurait été confronté, lui, tout ou tard, à une situation politique exceptionnelle.
quel est le souverain qui, finalement, dans l'histoire de la Belgique, n'a pas connu un moment de vie politique exceptionnel. À chaque règne, il y a eu ces événements, son lot d'événements difficiles, et donc chaque roi est amené, dans l'exercice de ses fonctions, à montrer ses capacités. Et ici, il est vrai qu'il a fait preuve, avec une autre manière de se comporter que son prédécesseur, mais il a fait preuve d'une habileté due à son tempérament profond qui était sans doute de relativiser parfois la gravité ou les excès que donnaient les hommes politiques et les femmes politiques à certains événements. Alors justement, vous parlez déjà de la succession. Céline Frémaux, vous avez été récemment en voyage avec le prince Philippe. Alors est-ce que le prince Philippe, il est prêt ? Alors d'abord, je pense que son père l'a dit. Je n'ai pas à juger de cette façon. Son papa a fait en tout cas un discours d'une humilité impressionnante. Quand il dit que ça a été un honneur et une chance, je trouve ça extraordinaire de la part d'un souverain de pouvoir souligner en ces termes les qualités de la fonction qu'il a exercée. Et puis c'était aussi un discours avec beaucoup d'affection pour son fils. Il a dit génération suivante. Il est prêt. Je pense qu'effectivement, il est plus que prêt. J'ai eu l'occasion effectivement d'être en mission économique à 2 reprises avec lui. Donc vous répondez à la question, il est prêt ? Bien évidemment qu'il est prêt. C'est quelqu'un d'extrêmement enthousiaste, d'hyper accessible, qui connaît très bien ses dossiers, qui est généreux dans son temps. En tout cas, il était généreux dans son temps à l'égard des entreprises qui l'ont accompagné. Et j'ai eu encore l'occasion la semaine dernière d'être avec ces entreprises qui soulignaient l'apport extraordinaire qui était le sien dans les missions économiques. Et puis, c'est quelqu'un aussi respectueux des institutions. Moi, je pense que la fonction fera l'homme, mais l'homme a très belle capacité d'écoute, d'échange et de dialogue avec la population. Il est très bien secondé aussi par une épouse très attentive au devenir de la population. Donc, je trouve que c'est vrai que c'est un moment historique, mais ça doit être aussi un moment où on peut prendre le temps du remerciement et puis de se dire qu'on pourra se réjouir aussi de cette fête, qui sera une fête de transition bien assumée, bien préparée. Serge Jaumain, on a parlé du discours. Quelle analyse vous faites de ce discours ? Le roi était effectivement debout avec des papiers, on l'a déjà vu assis devant un prompteur. Quelle est l'analyse que vous, en tant qu'historien, vous en faites ? Mais donc je pense que je peux me rallier à tout ce qui a été dit. Donc c'est un discours avec tout de même beaucoup d'émotion, beaucoup de sérénité et un discours qui est aussi empreint, je dirais, d'une certaine humilité. C'est le roi qui, après avoir exercé sa fonction pendant une vingtaine d'années, revient vers la population en disant « Voilà, j'arrive au bout d'un cycle pour des raisons visiblement de santé. J'ai décidé de prendre un peu de recul finalement en abdiquant. » Et de ce point de vue, je trouve que quand on compare effectivement le moment tout de même assez brutal de son entrée en fonction, on voit que la personne a changé. Et ça, par rapport à ce que vous soulignez aussi en ce qui concerne le prince Philippe, on peut penser que la fonction transforme l'homme. Et si un jour, enfin j'imagine qu'on le fera, on mettra côte à côte dans un certain nombre d'émissions ces premiers moments comme souverain et ces moments aujourd'hui, eh bien on voit là toute la transformation de cette personnalité et aussi sa grande ouverture d'une certaine manière. Et je pense que quand je parlais tout à l'heure de sa modernité, le fait qu'il a modernisé la fonction, eh bien c'est cela aussi, on a l'impression de quelqu'un qui exerçait une charge, il arrive en fin de charge et il explique finalement comment et pourquoi il a pris cette décision. Alors Charles Piquet, vous avez connu le roi Baudouin, vous avez connu le roi Albert II, que devra faire le... Vous allez connaître le roi Philippe différemment peut-être. Vous allez connaître le roi Philippe probablement. Que devra-t-il faire, selon vous, pour être apprécié des Belges ? Mais il y a quelque chose qu'on ne peut pas évacuer, c'est la question de l'entourage. Dans l'histoire, d'ailleurs, on voit bien quelle a été la marque de l'entourage des différents rois. Et donc, c'est très important de pouvoir compter sur un entourage qui va pouvoir accompagner le prince Philippe, évidemment, dans sa fonction. Alors, je pense que ça sera décisif. Si nous sommes, et il y a eu des personnalités ainsi dans l'histoire de la monarchie belge, si on est face à quelqu'un qui ne prend pas la mesure
des contacts nécessaires qu'il faut avoir avec le politique, de l'importance des colloques singuliers, etc., où un certain nombre de choses se disent et préparent le terrain d'une conciliation ou d'une recherche de solutions, alors on aura un problème. Parce que je pense que les missions économiques, bon, je sais ce que sont les missions économiques, c'est un type d'activité qui n'est pas encore l'influence qu'on peut avoir dans un colloque singulier, évidemment. Mais je pense qu'il a appris, il a observé, et je crois que la décision qui est prise aujourd'hui tient compte quand même d'un certain état de préparation. En tout cas, il faut faire le pari qu'il est prêt, et il y a intérêt pour lui d'être prêt, parce que je rejoins là Céline M. Etoureau, je pense Mainguin. que vous vouliez réagir là-dessus sur, Non, mais je rejoins M. Mainguin. Il est évident que nous sommes ici des gens respectueux et qui rendons hommage au roi, mais il en est d'autres qui exprimeront sans doute plus de doutes et qui pourraient profiter de cette situation de transition pour évidemment profiter de tout manquement, erreur, maladresse qui pourrait être commise. Donc il va falloir être très attentif dans l'entourage du prince pour l'accompagner dans cette période qui est aussi une période difficile. Maintenant, il n'y a pas de bon moment parce que, mettons, ce qui avait été mon hypothèse, qu'il était préférable que le roi parte après la négociation éventuelle de 2014. Mais alors, le prince n'aurait pas pu se préparer justement à cette fonction. Et la crise continua. On a peut-être une fenêtre de tir maintenant qui sera une année de relatif apaisement. Et c'est pendant cette année-là que le prince Philippe doit s'aguerrir, ce qu'il fera sûrement, en ce qui concerne justement ces contacts privilégiés que le roi peut avoir avec des politiques. Monsieur Mainguin, vous croyez ça, à cette période d'apaisement? Madame Etoureau, je vous donne la parole juste après. Nous allons être fixés dans les jours qui viennent quant à la manière dont certains partis flamands, que l'on connaît bien, que l'on identifie aisément, vont commenter l'événement. Je dirais même que c'est peut-être intéressant finalement qu'il y ait ce moment préalable, que ce ne soit pas, je dirais, si proche du temps des élections qu'il y aurait eu une déclaration d'abdication. Ça va permettre aussi peut-être aux citoyens d'apprécier la manière dont certains veulent tenter de mettre à mal ou pas les institutions, je dirais, dans ce qu'elles ont de stabilisant pour le fonctionnement de notre État. Donc, on va voir comment certains se comportent. Ça sera très révélateur. Je crois qu'ils vont quand même être plus prudents que ce que leur programme généralement annonce, parce qu'ils savent très bien, ils sont quand même suffisamment au fait du jeu politique, que aller jusqu'à l'extrême limite de tenter de mettre à profit la succession à la fonction royale pour tenter de faire, entre guillemets, un putsch institutionnel, comprenons-nous bien, ça n'a rien à voir avec une forme de violence physique ou institutionnelle, mais pour tenter de remettre en cause même l'institution, alors ils risquent d'être totalement démasqués. Or, dans leur sens tactique, ils savent très bien qu'ils peuvent aller beaucoup plus loin tant qu'ils avancent masqués. Et c'est à cela qu'ils s'appuient d'ailleurs. On voit bien l'évolution récente d'Abard de Wever qui est devenu nettement moins indépendantiste, nettement plus confédéraliste. Voilà, il a dit le nom, Bard de Wever, c'est un peu la personne qui signe. Non, moi je voulais plutôt rebondir. Je voulais rebondir sur ce que Charles Piquet disait, et qu'effectivement l'entourage du roi est évidemment important, mais l'entourage du roi c'est aussi, et à côté d'un roi il y a une reine qui de plus en plus n'est pas que la femme du roi, mais est un personnage à part entière. Donc il y a un couple qui arrive ici, et je pense que effectivement la princesse Mathilde a occupé une certaine place, et une place importante, et elle l'a démontré. Et donc je crois que c'est important à dire, en tout cas c'est aussi cette nouvelle vision, c'est aussi une nouvelle modernité, c'est d'avoir une reine qui occupe véritablement une place à part entière. Et Vincent de Wolf, votre avis sur la question des élections fédérales, régionales, est-ce que ça va jouer le jeu ou pas de la NVA du côté néerlandophone du pays? Je termine d'abord ce que j'avais dit tout à l'heure, c'est que, si je peux me permettre très courtement, je crois qu'il faut que la royauté continue sa modernité. Et moi j'ai vécu ça parce que j'ai très fugitivement connu le roi Baudouin que j'avais accueilli le 21 juillet à l'époque. Et je peux vous dire que le roi Albert a pu évoluer, on l'a dit, on l'a souligné, dans la fonction. Et par exemple, à l'époque, lorsque je l'accueillais au 21 juillet, eh bien, le roi Albert serrait la main de tous les citoyens qui étaient là,
autour de nous. Et donc ça, je trouve que c'est une humanité, une simplicité très importante aujourd'hui dans la fonction royale, outre le respect qu'évidemment on a pour cette fonction. Et je pense Philippe aura cette facilité aussi. Mais je pense que son fils doit l'avoir. Je veux dire que, évidemment, on est tous des êtres humains. Il est logique qu'on ait peut-être des difficultés à exercer une fonction au début. Moi, quand j'ai commencé, toute proportion gardée, à être bourgmestre, j'étais évidemment assez terrorisé quand j'étais en fonction au tout début. Et bon, ici, il s'agit de quelqu'un qui a une quarantaine d'années, qui a une formation, qui a 53 ans, pardon. Je l'ai rajeuni, c'est bien. Et donc, je vais dire, oui, on ne se voit pas avancer en âge, évidemment. Et par rapport aux élections, je crois que c'est bien, je rejoins ce qui a été dit, que finalement, ça se passe loin du scrutin. Parce que ça lui permettra aussi de commencer sans être dans une période de crise, de commencer à tisser des liens humains. Parce que quelle que soit la hauteur des fonctions exercées, il ne faut jamais oublier que les liens humains sont l'essentiel. Il faut une autorité morale, il faut un respect. Et moi, je pars du principe qu'il faut faire confiance, que ça se passera bien. Donc ce serait une bonne année de transition pour Philippe d'ici les élections. On n'a pas à juger, mais si on donne un avis, moi je suis positif par rapport à ça. Alors Valérie, je pense que vous avez recueilli d'autres réactions. Les réactions se multiplient. Celle, par exemple, du président du Parti socialiste, Paul Magnette, qui salue le sens profond du devoir et la volonté de rassemblement d'Albert II. Il a toujours rempli sa fonction avec humilité et modestie. Et pour Paul Magnette, la future accession au trône du prince Philippe sera gage de continuité dans l'exercice de la fonction royale. La réaction aussi du Parti écolo, qui salue en Albert II un artisan déterminé du dialogue. Ce sont les mots utilisés par les deux coprésidents d'écolo, Émilie Hoyos et Olivier Deleuze. Selon eux, les personnalités politiques devront rendre constructifs les liens avec le prochain souverain, comme ils l'ont fait avec Albert II. Et le prince Philippe, selon eux, pourra avec justesse et simplicité accompagner les réformes qui vont permettre de moderniser la Belgique, la monarchie et les institutions belges. Et puis la réaction aussi des évêques de Belgique qui expriment leur reconnaissance envers le roi, homme d'écoute et de sagesse, disent-ils, qui a mis toutes ses qualités au service de l'État, des régions et communautés et de l'ensemble de la population de notre pays. Voilà, merci beaucoup Valérie. Alors Serge Jaumain en Belgique, le roi a encore quelques pouvoirs, mais qui ne sont pas anodins, notamment est-ce que ce que je voulais dire, c'est est-ce que Philippe va devenir ou pourrait devenir un roi protocolaire ? On n'en est pas encore tout à fait là. On a évolué. Si vous prenez le rôle qui était celui de Léopold Ier ou de Léopold II, il faut se rappeler qu'ils étaient au Conseil des ministres, en fait. Ils jouaient là un rôle, ils influençaient les choses. Quand on pense que sous Léopold Ier, on savait bien que si on voulait connaître la politique étrangère de la Belgique, il fallait prendre directement contact avec lui, certainement pas avec le ministre en charge de cela. Quand on voit évidemment les choses en perspective, il y a eu une forte évolution. Alors l'évolution, elle s'est accélérée sous le règne de Baudouin déjà, et puis évidemment avec Albert. Ici, on peut penser que Philippe va se placé dans la continuité. Ce n'est pas le fait qu'il y a une personnalité nouvelle qui arrive sur le trône qui va signifier un changement en termes de pouvoir. Et d'ailleurs, que lui reste-t-il? C'est tout de même assez limité, mais c'est important. Assez limité parce que c'est surtout, et on le voit, au moment de la formation du gouvernement, où là, il y a un rôle essentiel, évidemment, qui est notamment le choix du formateur avant de l'informateur, l'explorateur, etc. Et la signature. Pardon ? La signature. Oui, la signature, mais le rôle réellement important, c'est celui-là. Et d'autre part, et plusieurs personnes l'ont souligné, c'est bien sûr le colloque singulier. Le colloque singulier est quelque chose de tout à fait exceptionnel dans le sens où c'est bien sûr, ça existe aussi lorsque l'on a un président de la République, mais là, on est toujours face à une personnalité politique. Ce qui est particulier dans la royauté, alors on peut être favorable, défavorable à la royauté, ça c'est un autre débat, mais dans un élément très particulier de la royauté, c'est que l'on a là une personne qui est en dehors des partis, qui n'a pas besoin de se faire réélire d'une quelconque manière
et vers laquelle toute une série de personnes peuvent aller, des milieux les plus divers. Ils peuvent discuter avec lui, échanger un certain nombre d'informations, il peut faire passer un certain nombre de messages. Donc les politiques qui sont ici ont peut-être déjà eu l'occasion, évidemment, de profiter de cela, mais c'est un élément tout de même important dans un pays aussi compliqué que la Belgique, d'un pays qui est toujours en tension de diverses manières. Et donc là, effectivement, il y a encore un rôle. Donc, on ne va pas évoluer. Enfin, ce n'est pas le changement de personne qui va modifier les choses, mais peut-être que l'on peut penser que dans les décennies qui suivent, on restreindra encore les pouvoirs du souverain. Cela, oui, mais ce n'est sans doute pas maintenant que ça va se passer. D'accord, merci beaucoup Serge Jaumain. On va tout de suite retourner au 16 rue de la Loi. Marc de Bonne, c'est quand même une relative surprise du côté du gouvernement. Oui, une demi-surprise, Arnaud. On le dit ici dans les couloirs du 16 rue de la Loi. Ce qui surprend, c'est la date. On ne s'attendait pas au 16 rue de la Loi à ce qu'aujourd'hui, le roi annonce son abdication. On ne s'attendait pas non plus nécessairement à ce qu'il annonce que son fils sera sur le trône le 21 juillet. Voilà peut-être ce qui explique aussi pourquoi il y a une relative improvisation qu'on a pu sentir dans l'organisation de cette annonce ce jour-ci, puisque on l'a vu, le roi Albert a convoqué le gouvernement ce matin. Les vice-premiers ministres ont ensuite organisé un conseil des ministres. On sent un peu de précipitation. Et effectivement, les vice-premiers ministres l'ont un petit peu dévoilé en signalant qu'ils respectaient et qu'ils approuvaient cette décision, mais que finalement ils avaient dû être très rapides dans leur réaction parce qu'ils ne s'attendaient pas à une décision si rapide finalement, Arnaud. Voilà, merci Marc. Alors il est bientôt l'heure de conclure. Je vais vous demander à chacun d'entre vous 20 secondes sur cette journée, ce que vous en retiendrez et à quoi vous vous attendez le 21 juillet. Céline Frémaux? Ça a été une journée particulière, un grand moment d'émotion quand tout s'est arrêté aux alentours de 15 heures en nous disant que le roi allait effectivement faire une annonce à la population. Et je vous l'ai dit, saluer le travail, saluer la décision et puis dire merci ce soir. Et redire aussi à titre personnel, et je pense que c'est important, la confiance qu'on peut avoir en l'institution monarchique et la confiance que j'ai dans les futurs souverains. Vincent de Wolf? Ben oui, je suis tout à fait d'accord. D'abord, je suis un émotif et un affectif, donc c'est sûr que c'est une émotion parce qu'on est un peu dans une grande famille en Belgique quand même, malgré que d'aucuns veulent détruire ce pays. Je crois que les citoyens sont fort attachés à ce pays, que le roi en est l'un des symboles, en a été le ciment. Et je vous dirais que moi, j'étais peut-être encore un gamin quand j'ai dû accueillir le roi la première fois. C'était pour moi un événement considérable. C'était comme un personnage sacré. Je ne savais pas quelle attitude prendre. Je me suis d'ailleurs rendu compte que je n'avais pas fait ce qu'il fallait parce que j'avais tenu le bras et la main du roi en même temps, ce qui ne pouvait pas se faire, mais c'était un geste chaleureux de ma part. Et je pense que je pourrais accueillir le 21 juillet le nouveau roi, et donc ça me reperturbe très fortement parce que je ne sais pas très bien quoi lui dire, Vous avez l'expérience maintenant. Si ce n'est le féliciter. Donc voilà, je voulais simplement souligner que c'est toujours, malgré la hauteur de la fonction, une fonction humaine et qu'on lui souhaite beaucoup de succès et que je crois qu'il y a un élan populaire qui existe. Madame Huttenbroek. Voilà, je n'avais pas vu souvent Vincent de Wolf perturbé, mais voilà. Non, mais c'est sûr que c'est une journée importante, et quoi qu'on pense de la monarchie, et demain il y aura 10 000 analyses sur le roi, sur le prince Philippe. Je crois qu'aujourd'hui, vous avez vu, en tout cas autour de la table, au-delà des partis de majorité, d'opposition et de gauche et de droite, des responsables politiques qui saluent véritablement dans ce roi quelqu'un qui a véritablement assumé une fonction pas évidente, mais avec beaucoup d'apaisement et avec beaucoup d'humanité. Je crois que c'est ça qu'on doit retenir. Et sans doute aussi lui remercier, parce qu'on ne le fait pas assez souvent peut-être, et regarder vers l'avenir et se dire qu'effectivement, on peut l'espérer, la fonction fait l'homme, et qu'on se retrouvera devant quelqu'un qui va prendre les choses en main et aura un entourage qui pourra aussi l'y aider. Olivier Minguin? Je crois que nous allons pouvoir vérifier dans les semaines et les années qui viennent si cette date, essentielle dans la vie politique de notre pays, va être une date de rupture, ou est-ce que ça sera tout simplement la date qui aura permis une continuité en douceur dans l'exercice d'une fonction importante.
dans le jeu de nos institutions. Comme tout à chacun, il y a à la fois de la considération, du respect pour ce que le roi Albert a effectué. Il y a aussi l'espoir que le futur souverain aura la même capacité d'adaptation, parce que finalement, c'est ça qui permettra de juger s'il aura assumé pleinement sa fonction. La fonction royale, en réalité, la vérité, c'est qu'à chaque règne, il y a une autre pratique, il y a un temps d'adaptation aux réalités politiques. C'est sans doute ce qui a fait la force du roi Albert, c'est ce qui devra être la force demain du roi Philippe. Merci, M. Maguin. Alors, Charles Piquet, je peux vous demander une anecdote, peut-être ? Moi, je me rappelle une discussion qui suivait d'ailleurs ma désignation comme ministre d'État et où j'avais été reçu pour parler de mon job à moi et où j'ai trouvé, on est à Télé-Bruxelles, donc il faut souligner cela, j'avais trouvé chez le roi une très grande attention pour les problématiques bruxelloises. Et alors, je ne dirai pas ce qu'on s'est dit, évidemment, mais je suis sûr qu'il a été très utile pour répercuter nos préoccupations de manière peut-être indirecte, de manière assez habile, mais je crois qu'il avait vraiment une foi dans l'avenir de notre région parce qu'elle est aussi symbole de stabilité, symbole d'unité, et c'est en ça qu'il y avait une sorte de complicité, en tout cas objective, entre le sort de Bruxelles et le sort de la monarchie et donc du pays. Et je me rappelle, cette discussion était intéressante parce qu'elle prouvait que au-delà de la forme, le roi avait vraiment pris connaissance d'un certain nombre de dossiers qui concernaient Bruxelles. Et voilà, je crois qu'il a été un allié utile dans toutes les discussions institutionnelles qui ont porté aussi sur le sort et le destin de Bruxelles. Merci beaucoup à tous d'avoir répondu à notre invitation. C'est ici que se referme cette émission. Nous reviendrons bien entendu demain à 18h avec des tas de réactions et des tas de reportages concernant la nouvelle du jour, l'abdication du roi Albert II le 21 juillet. Je vous souhaite une excellente soirée. Au revoir.